Bienvenue pour ce nouveau webinaire organisé par Mazars et à destination des futurs graines de réseau, des personnes qui souhaitent se développer, par exemple en franchise, en réseau de commerce organisé indépendant. Vous le savez, nous avons dans les précédents webinaires examiné les différentes étapes qui précèdent le lancement d'un réseau. Une de ces étapes aujourd'hui, c'est le management du réseau. Michel Kahn, vous accompagnez donc ces webinaires régulièrement. Nicolas Coutel de Mazars va nous rejoindre dans quelques instants. Présentez peut-être Michel Kahn Consultant, le cabinet que vous dirigez et qui depuis plus de 35 ans accompagne le développement des réseaux. Oui, le cabinet Michel Kahn Consultant est l'un des tout premiers cabinets dans l'accompagnement, le développement des réseaux de toutes les formes de commerce organisé indépendant, et nous disposons aujourd'hui absolument de toutes les compétences expertes pour donner du sens et assurer la réussite aux enseignes que nous accompagnons. Nicolas Coutel, bonjour. Bonjour Pierre. Alors évidemment chez Mazars, vous êtes extrêmement intéressé et sensible à l'accompagnement des entrepreneurs qui souhaitent se développer en réseau. Tout à fait, ça fait maintenant pas mal d'années effectivement que nous accompagnons les entrepreneurs en croissance dans toutes les formules de développement et toutes les formules contractuelles du marché. Effectivement, nous nous positionnons en expert conseil à travers une quarantaine de bureaux dans toute la France et 77 pays pour justement identifier les champions de demain et notamment sur un thème qui nous est cher, la franchise et le partenariat. Voilà, et d'où cette session, enfin ces 10 modules de webinaires consacrés au développement en franchise. Alors, aujourd'hui, vous désiriez attirer l'attention des futurs entrepreneurs qui vont se développer en réseau sur l'importance du management. Quand on parle de management dans une entreprise, évidemment, Michel Kahn, c'est très différent du management d'un réseau. Parce que, vous le présentez souvent, un réseau, c'est constitué d'un empilement de 3 natures, 3 niveaux d'intérêt combinés. Oui, un réseau, c'est d'abord un ensemble, je dirais, tricéphale. Évidemment, la tête de réseau qui est à l'origine de la création du concept et de sa mise en marché. Ensuite, de façon imminente, il y a les affiliés, les franchisés, les partenaires, les concessionnaires, selon la forme. Et ensuite, le 3e niveau, c'est le réseau tout entier, c'est-à-dire c'est l'intérêt général qui va se positionner dans le paysage commercial ou en position de compétitivité pour gagner la partie. Alors sur ce point, Michel, précisons que évidemment tout va dépendre de la formule que vous allez retenir, franchise, partenariat, coopérative. Quand vous parlez de ces 3 natures et niveaux d'intérêt combinés, elles dépendent aussi de la nature des réseaux. Bien entendu, parce que les formes managériales, les techniques managériales et la posture surtout n'est pas du tout la même s'il s'agit d'un réseau de franchise, un réseau de concession, de licence de marque, de partenariat. Il y a toute une palette qui met en place des techniques managériales propres à leur forme et à leur méthodologie de développement. Par rapport au management d'une entreprise, le management d'un réseau, vous le définiriez comment? Alors, une entreprise a un management tout à fait hiérarchique. Il y a des dominants dans l'échelle de la hiérarchie qui donnent des instructions à des personnes qui sont tenues de les appliquer dans le cadre de leurs obligations du contrat de travail. Là, évidemment, il n'y a pas de contrat de travail. Il y a des entreprises qui sont juridiquement et économiquement indépendantes, qui sont responsables de leur exploitation et de leur propre gestion, et évidemment, ils doivent assurer un management qui est conforme à leurs intérêts. Donc, l'organisation d'un management par la tête de réseau dans un réseau de commerce organisé indépendant doit absolument respecter cette position d'indépendance juridique et économique. Et selon les formes, il y a des managements qui sont plus ou moins verticaux et qui s'inscrivent dans une donne de hiérarchie plus accentuée que d'autres, et des réseaux où l'on applique un management
consensuel, un management participatif, donc un management tout à fait horizontal, voire dans certains réseaux, ou comme les coopératives d'ailleurs, où nous avons un homme, une voix. Alors, parmi tous les réseaux, et certains réseaux connus, il y a des mauvais exemples, des exemples de mauvais comportements. Oui, on ne va pas citer d'enseignes, mais par exemple les enseignes qui majoritairement ont des réseaux succursalistes ou des réseaux de gérants mandataires utilisent les mêmes équipes pour manager à la fois des employés ou des gérants mandataires, ainsi que des franchisés ou des concessionnaires. Et là, oui, là, il y a un problème, parce qu'on voit bien dans la pratique, il y a des réseaux qui, depuis 30 ans, font la danse du scalp entre des techniques managériales qui n'arrivent pas à maîtriser, et il faudrait déjà mettre en place des équipes totalement indépendantes et différentes, ce qui n'est pas possible au niveau économique. Alors Michel Kahn, quelles bonnes pratiques doit-on adopter en matière de management interne des futurs affiliés? Donnez-nous un petit peu la démarche qui doit intéresser les futurs développeurs de réseau. Eh bien, il y a tout d'abord un commandement unique et important, c'est l'intérêt de l'affilié, l'intérêt du franchisé. La tête de réseau va considérer que sa propre réussite ne reposera que uniquement, exclusivement sur la réussite de son affilié. À partir de là, il faut mettre en place un management adapté pour faire passer les compétences, pour faire passer l'expérience ou les savoir-faire, pour s'assurer que, à travers une pédagogie, ce soit repris de façon tout à fait adaptée. Et évidemment, au-dessus de toute cette organisation, on mettra en place un observatoire économique interne. Alors, expliquez-nous ce que c'est, de quoi il s'agit. Alors, cet observatoire économique, et là, je me tourne vers Nicolas, qui est le mieux placé d'entre nous pour en parler, car nous avons mis au point avec Mazars une technique de remontée d'informations économiques qui va consister à maîtriser l'information des ratios essentiels et de suivre l'exploitation de chaque point de vente pour intervenir à tout moment utile afin de ramener dans le bon chemin un affilié qui pourrait s'égarer, mais sans s'en rendre compte, sur des dérives d'exploitation. Et là, c'est éminemment utile d'avoir un management qui repose également sur des données économiques et vérifier que l'on est toujours dans des bons ratios d'exploitation pour garantir la réussite durable de chaque point de vente. Nicolas Coutel, alors sur ce point, les experts comptables interviennent. Il y a, dans la mise en place de cet observatoire économique, décrit par Michel Kahn comme indispensable pour mettre en place le management d'un réseau, il y a des données comptables, collecte de données qui sont indispensables. Oui. Complètement, on commence effectivement déjà par référencer un partenaire ou un prestataire comptable qui va opérer pour le compte de la tête de réseau, bien évidemment, et ensuite le contact des différents affiliés concernés par la démarche, idéalement tous, puisque si on dispose d'un éventail suffisamment large de franchisés ou partenaires participant à la démarche, eh bien, le panel de données sera d'autant plus significatif et donc les ratios d'autant plus éloquents et utiles pour l'accompagnement au pilotage. Et dans la démarche de mise en œuvre de cette approche, nous avons deux phases. Une phase donc, de référencement du partenaire comptable, ensuite le choix des indicateurs qui sont pertinents au secteur d'activité du réseau. Ce sont des ratios de gestion, des ratios référents, ou même le tout agrégé peut former ce qu'on appelle un ratio de bonne gestion, ou RBG, qui est un véritable indicateur comparatif interne. Ensuite intervient une phase d'exploitation à proprement parler des données, c'est-à-dire par-delà la collecte, entre l'expert comptable et l'affilié, dans le cadre d'un mandat évidemment qui a dûment été signé entre les deux parties préalablement à la mise en place, et bien ensuite l'expert comptable aidera à la restitution de ces données sous une forme qui soit suffisamment exploitable, mais également aussi attractive
Pourquoi? Simplement pour amener les franchisés à identifier des axes d'amélioration personnels dans leur propre gestion, leur propre exploitation, mais aussi, et c'est très important, nous insistons sur ce point, enrichir le dialogue avec leur animateur et définir en bonne intelligence, si on peut dire, un plan d'action. Alors Nicolas Coutel, quelle bonne pratique conseillerait Mazars, on va dire le comptable ou les comptables, Oui. en matière d'animation et plus précisément des moyens à utiliser pour l'animation? Alors, en termes de bonne pratique, j'ai envie de vous amener sur le terrain du dimensionnement du staff d'animation. Pourquoi cette question de dimensionnement? Eh bien, Donc vous diriez, en termes de moyens, d'abord parlons de moyens humains. oui, tout à fait, de moyens humains. Le reste en découle et est souvent déjà intégré par la tête de réseau et compris dans le contrat en termes de service, en termes de diligence, d'accompagnement et d'assistance. Mais les moyens humains sont importants. Et l'idée est de bouger le curseur en intelligence des situations au rythme de développement du réseau. Vous pouvez pas vous permettre d'avoir personne ou alors trop d'animateurs. Vous devez trouver le bon dosage. Des benchmarks de marché témoignent d'un ratio de 1 animateur à temps plein, évidemment, en ETP pour 25 unités, 20 à 25 unités, selon les secteurs, ça nous semble une bonne mesure. Après, nous avons des extrêmes. Par exemple, c'est un exemple que nous cite souvent Michel, ici présent, le chausseur Bata n'en avait que 1 pour 500 affiliés. Évidemment, ce n'était pas de la franchise au sens contractuel. Mais l'animateur, ensuite, eh bien, effectivement, le nombre va évoluer et surtout, son application va évoluer selon le rythme de vie du franchisé lui-même. C'est-à-dire qu'au démarrage, il va beaucoup se déplacer au démarrage du point de vente en termes d'accompagnement, parfois en double commande du franchisé lui-même pendant les 2-3 premières semaines d'exploitation, c'est l'assistance au lancement tout simplement. Et ensuite, une fois que le franchisé va trouver son rythme de croisière, va trouver ses marques, ses points d'appui, et bien le suivi sera un peu plus relâché pour atteindre un rythme de croisière après peut-être d'un espace de 6 semaines entre chaque visite. C'est un exemple que l'on vous donne. Après, il y a tout un tas d'outils de suivi par la tête de réseau pour effectivement piloter son effort d'animation, utiliser des plannings, des outils de planification avec des codes couleurs, prioriser les visites, etc. Je ne rentre pas nécessairement dans le détail à ce stade. Dernier point, peut-être Pierre, avant de vous laisser la parole, c'est sur la gestion des unités défaillantes, puisque les unités défaillantes ont besoin d'être surveillées comme le lait sur le feu, sur leurs différents ratios, ce qu'évoquait Michel. Et là, sans doute, le franchiseur va devoir envoyer l'animateur un peu plus souvent au contact du franchisé pour pouvoir, mais sans jamais tomber dans la gérance évidemment, et pour pouvoir mieux l'accompagner et déceler des axes d'amélioration. Donc on retient ce chiffre, en gros, oui. 1 pour 25, un animateur pour en gros 25 unités. Deuxième point très important, on surveille les unités qui éventuellement sont défaillantes. Et puis, troisième point, peut-être Michel Kahn, est-ce qu'on peut externaliser ce poste d'animateur de réseau? Oui, parfaitement, à des animateurs qui ont de bonnes compétences réseau et qui ont la maîtrise totale d'épouser le relief de chacune des formes du commerce organisé indépendant. Et ça, c'est un préalable tout à fait indispensable pour décider de l'externalisation. Nous-mêmes, chez nous, au cabinet Michel Kahn Consultant, nous ne mélangeons pas les expertises d'animation du commerce organisé et du commerce associé. Ce sont presque deux métiers déjà tout à fait différents. Alors, justement, venons-en aux structures de dialogue, puisqu'on parle management, on parle management non hiérarchique. Quelles sont les structures de dialogue à mettre en place entre tête de réseau et puis les affiliés? Alors, nous avons tout un arsenal, je dirais, de structures, de procédés. Mais il y a des outils qui sont évidents, d'autres qui, en revanche, sont nouveaux. Je voudrais presque commencer par la fin en disant qu'il ne faut pas surdimensionner les moyens de contact, de dialogue par rapport à son propre réseau. L'important est d'établir une relation de complicité avec ses affiliés, de telle sorte que l'on peut avoir des relations
des contacts fréquents sur tous les sujets qui les préoccupent et de pouvoir répondre justement à toutes ces préoccupations sans mettre en place du superfétatoire, ce qui est éminemment négatif dans le management d'un réseau. Alors, nous avons évidemment ce que l'on pratique à peu près dans tous les réseaux, le fameux congrès national qui réunit l'ensemble des affiliés avec un programme, et je dois dire que toutes les personnes ont plaisir à se retrouver, aussi à prendre conscience de l'importance physique, visuelle, numérique du réseau pour s'inscrire dans une entité dont ils font partie. Il y a des commissions de travail qui sont organisées sur des sujets, il y a des séminaires pour affiner telle nouvelle technologie ou tel nouveau procédé, il y a des séances de créativité, bien sûr. Il y a des outils aussi pour cela, je pense notamment au sociogramme, qui est un outil de sociométrie pour mesurer les relations entre les partenaires, entre eux, car le management, ce n'est pas seulement d'organiser un management entre la tête de réseau et ses affiliés au sens large, mais aussi de favoriser le dialogue, l'échange entre les partenaires et les affiliés eux-mêmes, ce qui est évidemment utile. Et je citerai parmi tous ces outils, un outil qui se généralise maintenant depuis le début de sa mise en application, c'est-à-dire les années 85, c'est le fameux conseil consultatif. Et ce conseil consultatif, on le voit bien, a tout son sens avec la tentative législative d'avoir voulu mettre en place pratiquement un comité d'entreprise, ce qui n'a aucun sens dans les réseaux qui sont des structures indépendantes, mais qui favorisent en tout cas le dialogue permanent dans le cadre d'une organisation. Et quand il y a des difficultés, le conseil consultatif est là pour défendre l'intérêt général, pour défendre l'enseigne collective, l'enseigne qui est utilisée absolument par tout le monde. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le terme collectif. Et chacun a conscience de sa responsabilité globale dans le cadre de ce conseil consultatif. Michel Kahn, est-ce que dans ce domaine, les outils de dialogue, le numérique a également révolutionné ces outils? Oui, alors c'est comme le balancier, hein, on passe d'un excès à l'autre. À un moment donné, on a complètement ou quasiment abandonné le contact physique au profit du e-learning, au profit des workshops, au profit des réunions web, au profit d'un ensemble de communication digitale. C'est important, on gagne du temps, on gagne de l'argent, c'est confortable, mais on le voit bien, les limites, c'est que les humains ont besoin de se rencontrer, les humains ont besoin de parler entre eux, les humains ont besoin d'échanger entre eux. Et le célèbre sociologue Katla exprime très bien dans cette limite qui remet en place. D'ailleurs, on voit bien les entreprises qui ne font que du e-commerce sont en train de monter des réseaux de magasins physiques pour accueillir les internautes avec du conseil, un échange physique. Donc dans les réseaux, c'est exactement la même chose. Le balancier est en train de revenir et nous sommes amenés aujourd'hui à effectuer de nouveaux réglages uniquement pour augmenter l'efficacité et la fameuse valeur qu'est la confiance et le respect qui doit se développer au sein d'un réseau. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en matière de management du réseau, il existe des outils pour favoriser le dialogue, qu'aujourd'hui, il faut pratiquer un mix entre, on va dire, le digital, le numérique et puis le présentiel, le physique. En revanche, on peut peut-être attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut peut-être pas cumuler tous les dispositifs et mettre en place une ingénierie trop compliquée et trop coûteuse. Donc il faut équilibrer tout cela.
Et en fait, vous attirez l'attention, Michel Kahn, sur le fait qu'il faut rester quand même sur cette importance du contact humain, du fait de regrouper peut-être tous les franchisés, ou au moins une fois par an. Le contact humain, l'échange d'expériences physiques, c'est toujours très important. Mais oui, un réseau, c'est une aventure humaine, c'est une réussite humaine, ce sont des échanges humains et les gens, les acteurs ont besoin de le vivre de façon concrète. Alors, Nicolas Coutel, on parle beaucoup d'interdépendance dans les réseaux. Et l'interdépendance, comment est-elle définie? Alors, interdépendance, on est entre la dépendance et l'indépendance. C'est toute l'originalité, justement, d'un management en réseau. Complètement, effectivement, c'est fondamental pour comprendre les différences d'animation versus management des réseaux, entre ce qui est franchisé ou sous forme partenariale et ce qui est intégré ou succursaliste. En fait, l'interdépendance, c'est la capacité à évoluer dans un système de dépendance réciproque mutuelle. C'est le cas d'un réseau de commerce organisé au sein duquel, par exemple, le franchiseur et ses franchisés vont dépendre au sens propre les uns des autres. Ils ont un objectif qui est commun, qui est partagé, c'est leur réussite. Ça, c'est indéniable. Le franchiseur, en fait, n'aurait tout simplement pas organisé le réseau s'il ne poursuivait pas lui-même de stratégie de développement. De la même manière, de leur côté, les affiliés n'auraient sans doute pas rejoint ce réseau s'ils ne poursuivaient pas eux-mêmes un objectif de développement et d'enrichissement personnel, in fine. Ce concept est vraiment crucial et va correspondre à une sorte de, on peut dire, de méta-compétence, le terme qu'utilisent souvent les coachs ou les professionnels de RH, c'est-à-dire en fait une compétence qui est réflexive, dont les affiliés, et le langage, devraient être pourvus. En principe, leur parcours professionnel désire préparer progressivement, arriver à un certain âge, à un certain degré d'accomplissement professionnel et personnel, ils ont assez de maturité, assez de recul sur leur propre pratique professionnelle pour se sentir justement prêts à jouer le jeu en connaissance de cause. Peu importe en fait, et c'est ça le sens de l'interdépendance, peu importe le rejouer, ils ne perdent pas de vue leur véritable objectif. Et je parlais de jeu justement, mais en réalité tout se joue dès le recrutement du partenaire ou du franchisé. Et pourquoi donc? Eh bien parce que c'est dans la qualification, la définition même des profils que l'on va pouvoir attirer puis évaluer, qu'on va ensuite pouvoir attester du niveau de dépendance ou d'indépendance d'un candidat. Si on raisonne dans un autre outil, excusez-moi, j'utilise des outils un peu spécifiques comme l'analyse transactionnelle en l'occurrence, le commerce organisé indépendant a besoin de profils qui opèrent ce qu'on appelle en adulte, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni trop dans l'enfant, ni trop dans le parent. Si je prends les deux extrêmes au sens d'un réseau, si on est dans le cas de l'enfant, on va se trouver en présence de cadres, par exemple en reconversion, qui vont décider de s'installer en réseau et qui auront un penchant naturel pour la dépendance. C'est-à-dire qu'ils vont avoir tendance à surconsommer le temps du franchiseur en demandant à tout bout de champ des conseils, des explications, de l'accompagnement. Et là, il y a un vrai risque pour les deux, mais aussi et surtout pour le franchiseur, un risque d'assistanat, donc d'ingérence. De l'autre côté du spectre, je prends l'autre extrême, dans le cas du parent, vous allez trouver des commerçants isolés qui connaissent parfaitement leur métier et qui vont en fait se poser en donneur de leçons, en véritable donneur de leçons. C'est comme quelqu'un qui aurait conduit sans permis pendant 20 ans, qui a plein de bons et de mauvais réflexes et qui va penser qu'il conduit mieux en fait que le franchiseur. Et là, il y a un risque de rébellion. Ça, c'est évidemment lié, peut-être, c'est des choses qu'on peut détecter au moment du recrutement, du casting de l'affilié, bien sûr, puisque tout ça va dépendre de son profil, de son expérience professionnelle, de son vécu. Le profil en dit beaucoup. Oui. Nicolas Coutel, Michel Kahn, des questions, donc des internautes. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions, et puis si on ne peut pas vous répondre tout de suite, Nicolas Coutel de Mazars vous rappellera pour dialoguer avec vous, donc n'hésitez pas à déposer des questions, y compris d'ailleurs après la fin de ce séminaire en ligne, il sera en replay pendant une semaine, donc n'hésitez pas à prendre contact avec Mazars. Rappelons aussi que Michel Kahn Consultant et Mazars
vous propose gratuitement ce qu'ils appellent un dialogue express, un flash diag, qui vous permet comme ça de répondre à vos questions, les questions que vous vous posez quand vous avez envie de vous développer en réseau. Alors, une question qui est posée par Philippe, justement, qui est: qu'est-ce qui fait la différence dans l'animation entre animer un réseau de franchise ou un réseau de coopératives, etc., et puis un réseau d'indépendants non franchisés? Michel Kahn, qu'est-ce qui fait la différence dans le management? Un réseau d'indépendants non franchisés, encore faut-il savoir dans quelle forme ils se trouvent, ces indépendants non franchisés. Philippe précise sa question peut-être. Est-ce qu'il y a un risque pour une tête de réseau à manager de façon trop directive en considérant des franchisés comme des sous-traitants? Ah oui, absolument. Ce n'est pas les considérer ainsi est tout à fait inadapté. Je voudrais rappeler l'objectif d'un bon management. Il faut considérer qu'un réseau, pour qu'il se développe parfaitement bien, pour qu'il crée de la valeur, pour qu'il se duplique de façon dynamique et de façon réussie, il faut assurer au niveau de son propre réseau une harmonie parfaite et une cohésion parfaite. Et cette cohésion, on ne peut l'atteindre qu'à travers un management adapté. Alors, pour être un peu plus précis, les managements hiérarchiques aujourd'hui trouvent certaines limites. C'est une évolution et je pense que les générations Y et bientôt Z qui vont suivre seront carrément réfractaires à ce type de management. On est donc davantage dans un management d'harmonie et un management d'échange consensuel, mais qui n'empêche pas d'être directif. Le directif n'est pas du tout du hiérarchique. Ce n'est pas la même chose. Alors, Philippe, qui est d'Annecy, continue ses remarques en disant: aujourd'hui, il constate un phénomène. Un certain nombre d'affiliés quittent les réseaux pour reprendre une certaine indépendance, parce que ils sont rentrés, ils se sont mis à leur compte comme commerçants. Rappelons qu'un franchisé, un affilié, c'est un commerçant indépendant. Il est lui-même patron. Il n'a pas envie de se retrouver face à quelqu'un qui se prend pour un patron. Nicolas Coutel ou Michel Kahn, peut-être votre expérience? Il quitte, Philippe a raison de le souligner, il quitte parce qu'il se sent plus à l'aise dans un réseau, sinon il ne quitterait pas. Donc c'est un mauvais manager du réseau. Et je pense que oui. D'autres choses qui contrarient la position du franchisé au sein de ce réseau. Il faut faire un examen de conscience global. Mais je dirais que s'il y a une hémorragie, s'il y a un turnover important dans un réseau, ce n'est pas normal. Le turnover moyen dans les réseaux n'excède pas 4%. Voilà. Nicolas Coutel. Oui, pour compléter ce que dit Michel, le cas que Philippe soulève est intéressant. C'est peut-être le cas d'un franchiseur qui n'a tout simplement pas pris conscience des rôles à jouer et qui a transposé ou projeté dans son réseau des postures de patron de succursales, alors qu'en vérité, il s'agit justement d'interdépendance, le sujet que nous abordions tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui devrait être accompagné dans justement son animation et ce changement de posture managériale. Voilà, et donc rappelons donc sur ce point, il est extrêmement important pour la tête de réseau de donner à ses affiliés, quelle que soit d'ailleurs la forme du réseau, un maximum de signes de reconnaissance, ne pas les prendre pour, encore une fois, des employés, mais bien pour des patrons indépendants. Ne pas les infantiliser, leur donner des signes, comme vous disiez Pierre, de reconnaissance positive, qui soient inconditionnels, ce qu'on apprécie chez eux, la raison pour laquelle on apprécie qu'ils soient dans le réseau avec nous, et des signes aussi conditionnels de reconnaissance positive qui vont en fait célébrer d'une certaine manière leur comportement, leur performance, leur implication au sein du réseau. C'est très important. Si vous donnez ça à vos franchisés ou à vos affiliés, ils vous le rendront par une meilleure implication et ça permet quelque part de déminer les risques de conflits ou de procès potentiels, très clairement. Et puis votre message donc aux têtes de réseau, si vous avez un turnover trop important, si comme Philippe l'a constaté, un certain nombre de vos affiliés s'en vont,
il est temps peut-être de remettre en cause, en question, sérieusement votre management de réseau. Justement, quels sont les risques de contentieux qui existent au sein d'un réseau? On sait que derrière la franchise ou autre forme, il y a un contrat. Bon, qui dit contrat dit malheureusement ou heureusement possibilité de remise en question de ces contrats, de contestation, de contentieux. Oui, les causes de contentieux sont de plus en plus nombreux. Pas toujours justifiées, il faut le dire, parce que vous avez des gens non initiés qui rentrent dans des réseaux et ils apprennent tout de leur tête de réseau, et lorsqu'ils deviennent experts dans ce métier, considèrent qu'ils n'ont plus rien à apprendre, donc se passerait bien de payer encore des redevances et de penser qu'ils vont pouvoir naviguer tout seuls. Alors, ça ne se passe pas toujours aussi simplement, et c'est déjà source de contentieux. Mais il y a aussi les sources de contentieux, on vient de voir, dès qu'il y a une insatisfaction dans le réseau, de part et d'autre d'ailleurs, on peut déboucher sur du contentieux. Force est de constater aussi que certaines formes de réseau fabriquent beaucoup plus de contentieux que d'autres. Je veux dire par exemple, on constate que dans les réseaux de partenariat, on a quasiment très peu de contentieux. Hein. Dans les réseaux coopératifs, on en a quasiment aucun, ou ils sont rares. Pourquoi? Parce qu'on parlait de management aussi, c'est que dans les conseils consultatifs, vous avez des commissions qui sont d'amiable composition et qui forment un filtre pour régler des conflits internes, donc les étouffer à un moment où l'on peut encore les solutionner avant qu'ils prennent des proportions et que le dialogue est rompu. Bien sûr, maintenant, l'une des causes essentielles du contentieux, c'est l'insatisfaction économique. Forcément, quand on n'atteint pas ses objectifs, quand on a le sentiment d'avoir été trompé, eh bien, forcément, là, il y a nature, il y a matière à fabriquer du contentieux. Ce contentieux, il s'est quand même multiplié par 7 au cours des 10 dernières années. Et donc, nous avons de plus en plus de contentieux, c'est vrai. Alors, nous reviendrons sur ce point, mais votre premier avis, votre première précaution, c'est la tête de réseau doit faire d'abord attention, donner la priorité à la réussite de ses affiliés. La meilleure prévention contre les risques de contentieux, c'est la réussite des affiliés. Nicolas Coutel. Oui, complètement. Alors, ça rejoint ce que nous disions un petit peu en introduction. Reposons-nous la question de pourquoi le franchisé rejoint un réseau. Il pourrait effectivement tout à fait opérer tout seul sous sa propre enseigne, il aurait accès à moins de ressources, mais il serait tranquille chez lui. Ce qui fait qu'il va valoriser le fait de rejoindre un réseau, c'est justement tous les apports que nous avons évoqués, et ça de toute manière, le franchiseur ne va pas pouvoir y couper. Donc à un moment donné, c'est à lui de s'organiser pour pouvoir justement apporter le niveau de satisfaction qui est dans le contrat, évidemment, parce que c'est la preuve des services qui vont être ensuite délivrés à son endroit, mais également ensuite dans l'animation au long cours, tout un tas d'éléments qui vont venir nourrir la relation. Et là, Philippe fait une remarque intéressante sur le fait que c'est à l'animateur de communiquer de façon positive et coopérative. Évidemment, c'est lui qui va lui donner envie de s'impliquer, et on va rentrer dans ce cas-là dans un cercle vertueux et non pas vicieux, où les deux parties vont se nourrir pour nourrir la troisième partie, les fameuses 3 parties que Michel évoquait en préambule, qui est le réseau. Voilà. Vous parliez de contentieux, Michel Kahn. Bon, on a bien compris que la principale prévention, c'est le succès. Hein. Si tout va bien, si les business marchent bien, il y aura moins de sources de contentieux. Mais il y en a d'autres aujourd'hui, puisque vous avez dit que multiplier en 10 ans, les nombres de contentieux ont été multipliés par 7. Oui, c'est l'insatisfaction économique, mais nous avons quelques exemples où c'est la réussite qui va générer un contentieux. Je donnerai un exemple sans citer aucune enseigne, simplement le secteur d'activité qui est la boulangerie. Nous avons 3 franchisés qui, à un moment donné, commencent à se plaindre en disant on considère qu'il n'y a absolument plus de savoir-faire aujourd'hui. On ne dit pas qu'il n'y en avait pas eu au moment où on a signé, mais aujourd'hui, il n'y en a plus.
Et on assigne le franchiseur et bien sûr, on arrive en deuxième instance en appel où le franchiseur dit bien sûr j'ai du savoir-faire, les franchisés disent non, il n'y a plus de savoir-faire aujourd'hui, il n'y en a plus, ça s'est banalisé. La Cour nomme un expert qui va dire clairement oui, il y a du savoir-faire, oui, il est secret, oui, il est substantiel, oui, il est parfaitement bien identifié, mais la Cour dira aussi au vu des autres éléments au dossier, il apparaît que les méthodes se sont complètement banalisées, même s'il est secret, même s'il est substantiel. Donc voilà, des franchisés qui faisaient grosso modo 750 000 € de chiffre d'affaires, avec un résultat net courant avant impôt autour de 300 000 €, après avoir payé 12% de redevances. Alors de quoi se plaint-on? Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, ce type de réussite. Eh bien, ça a donné l'idée à ces trois franchisés de s'affranchir du réseau, de quitter le réseau en gagnant un procès, en obtenant des remboursements émiques importants, et de créer ensemble une société qui a fait finalement concurrence à l'enseigne dans laquelle ils étaient, en se retrouvant eux-mêmes franchiseurs. Donc, vous voyez, la réussite aussi peut générer du contentieux. Mais je dois dire que si le management est bien fait, s'il y a les bons réglages économiques, eh bien, on agit dans la prévention des risques et dans la prévention du contentieux. C'est une des formes de management indispensables aujourd'hui dans les réseaux. Voilà, alors Philippe, qui continue à suivre ce webinaire en direct, insiste sur le rôle de l'animateur. C'est à lui de communiquer de manière, dit-il, positive et coopérative. C'est qu'effectivement ce que nous évoquions tout à l'heure, et Philippe justement en profite pour compléter en disant que l'important est de constater les bénéfices de l'opération, et c'est très juste de sa part de dire que les franchisés également ne jouent pas le jeu non plus. Il y a un côté aussi opportuniste, il ne faut pas faire preuve d'angélisme non plus dans la relation de franchise. Le franchiseur n'est pas le mauvais et les franchisés les bons. Il y a évidemment, les rôles sont intriqués. Alors, ça on le comprend bien lorsque vous dites qu'il faut avoir l'animateur de réseau doit être proche, très sympa, donner de l'importance à ses affiliés. Mais quand on est un petit réseau, 25, 30, 40 unités, on peut comprendre qu'il y a cette relation directe et qui est assez facile finalement entre le patron de l'enseigne et puis les affiliés. Mais quand on est à 100, 120, 150 unités, c'est beaucoup plus compliqué, Nicolas Courtel. Oui, Pierre, très bonne question. Il y a un deuil à faire, en fait, le fait qu'on ne va plus pouvoir s'adresser qu'au bon Dieu, mais à ses saints, voire à des prêtres, des curés. Après, à un moment donné, il faut aussi que les franchisés soient quelque part contents de cela. Ça veut dire que le réseau se développe. Ils doivent assumer justement le fait que le réseau se professionnalise, que la tête de réseau justement se structure, se sophistique. Ça veut dire plus de services, plus d'efficience aussi dans la réalisation des services. Donc on ne peut pas là-dessus trop s'en plaindre. J'aimerais aussi avancer sur la question que pose Constantin, qui est que faire si un franchisé refuse d'écouter les recommandations et de recevoir le chef de réseau, ou du moins l'animateur qui est son correspondant. Un franchisé qui aurait mal compris les termes du contrat de franchise et qui quelque part se dirait... ça dépend. Il y a deux cas de figure. Soit, comme vous le dites Pierre, effectivement, le franchisé a mal compris et pense que ça n'est qu'une option et qu'il peut se passer de recevoir l'animateur. Quel cas, il y a peut-être un petit problème de compréhension, bien sûr, et ça aurait dû être débusqué à l'entrée de la relation, voire pendant les diligences précontractuelles. Mais il y a l'autre cas où il sait très bien qu'il doit le recevoir, mais il refuse obstinément de le faire. Et là, dans ce cas de figure, on va rentrer après dans une escalade. Et Michel, fort justement tout à l'heure, évoquait le conseil consultatif ou tout un tas d'instances qui permettent justement de déminer ce type de cas et de rappeler à la raison les deux parties, en l'occurrence le franchisé, pour se remettre dans un comportement coopératif, interdépendant, dans le respect aussi de la tête de réseau et de ses prérogatives. Michel Kahn, ce genre de problème, il faut les déminer en amont. Ça fait partie justement de ce qu'il faut mettre en place avant de démarrer un réseau. Bien comprendre ce qu'est un management qui n'est plus hiérarchique, mettre en place cette structure, ou en tout cas l'esquisser de dialogue, afin de ne pas se retrouver au bout de 2-3 ans face à un franchisé peut-être qui n'a pas très bien compris comment ça fonctionnait.
Oui, c'est tout à fait cela. Au départ, quand on construit un réseau, on construit l'architecture du management, les différentes routes pour que l'on sache très bien dans quelles limites on communique et de quelle façon on communique, de quelle manière on accompagne la réussite de son partenaire ou de son franchisé. Maintenant, les animateurs, il ne faut pas oublier, ce sont quand même des employés qui agissent sous le contrôle de leur hiérarchie et n'ont pas toujours toute la liberté pour faire et dire ce qu'ils ont envie de dire. Toujours est-il qu'un affilié, quand il ne veut pas faire quelque chose, on ne peut pas se présenter avec 2 gendarmes et une mitraillette pour l'obliger à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Là, on voit les limites du système. C'est donc vous dire l'importance d'un management adapté qui va faire finalement comprendre quel est l'intérêt du franchisé ou de l'affilié quand un conseil est donné par une tête de réseau. Et c'est l'intérêt commun, évidemment, qui va permettre de découvrir l'intérêt de la personne qui ne veut pas toujours faire ce qu'on lui propose de faire, mais dès qu'elle a compris son intérêt, elle le fera. Michel a évoqué là l'importance, on reviendra, ou vous pouvez revenir d'ailleurs sur ce point qui est extrêmement important quand vous créez un réseau, celui du casting, celui du recrutement des affiliés et des franchisés. Finalement, une partie de ces problèmes qu'on vient d'évoquer peuvent être déminés par un bon recrutement. Il faut prendre du temps pour recruter un bon affilié, parce que c'est peut-être déminer des problèmes qui pourraient se poser après. Il faut aussi tester en pilote également, c'est le point que souligne Philippe, je pense pour rebondir. Voilà, et ce qui est évoqué aussi dans d'autres webinars qui sont organisés par Mazars, comment est-ce qu'on recrute des affiliés, la mise en place d'un réseau par le biais d'unités pilotes, étape extrêmement importante avant de se développer. Un dernier mot de conclusion, Nicolas Coutel, Michel Kahn, sur voilà, les franchisés ont besoin d'être aimés par la tête de réseau et par le manager du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire d'un mot, Michel Kahn? Pour être aimé, il faut aimer soi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut y mettre beaucoup d'humanité et s'inscrire dans un comportement qui respecte les valeurs du réseau. Et les valeurs du réseau, je me permets de les rappeler, c'est bien sûr la conquête, mais aussi le partage dans un équilibre d'intérêts réciproques. Et ensuite, c'est le respect. Respecter les hommes, respecter les procédures, respecter ses engagements. Quand on fait ça, ça se passe bien. Et tout cela va conduire à la confiance, car la confiance est un des liants fondamentaux pour garantir un bon réseau. Et je peux vous dire que quand je mets les pieds dans un réseau, quand j'assiste à un congrès, quand je suis invité à une convention, je peux tout de suite vous dire, par l'ambiance que l'on perçoit, la qualité du management qu'il y a. Un mot de conclusion sur ce thème, peut-être que bon, il n'y a pas d'amour, mais il n'y a que des preuves d'amour, et c'est vrai aussi pour les... Il y a les deux, mon capitaine, il y a de l'amour effectivement, et des preuves d'amour. Simplement avoir en tête que ce n'est pas parce que les franchisés ou les partenaires sont indépendants qu'on ne doit pas leur témoigner justement cet amour, tout simplement.